Bonjour, bienvenue à Saint-Hilaire-du-Rosier. Je suis Cyril Fatou et on va vous proposer avec la DAF une série de vidéos sur le fonctionnement technique de ce jardin. Et donc pendant 12 ans, le jardin a été travaillé assez classiquement, on va dire. Les planches étaient préparées avec le tracteur et une paire d'ânes faisait en traction animale l'entretien des cultures. Et progressivement, à partir de 2015, on a introduit le foin qui a complètement rempli le jardin en 2019. Désormais, le jardin, depuis 5 ans, est toujours couvert, soit de foin, soit de compost. Et le sol est travaillé au minimum, c'est-à-dire en général une fois par an. L'objectif de ces vidéos est de partager un mode de fonctionnement qui, à l'issue de ces 5 années, tourne relativement bien, nous permet de travailler dans un jardin de façon sereine, de ne pas déborder au niveau horaire. On est à 2 sur 6000 m² de jardin plein champ. Il y a 3 serres pour à peu près 1000 m² donc de culture sous abri. Le premier élément déjà, c'est pourquoi utiliser du foin plutôt que de la paille. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Le premier peut-être par rapport au fait que ce soit foin ou paille, on va trouver les deux matériaux dans le réseau conventionnel. C'est assez difficile. Ici on est en bio, ça n'a pas été précisé, mais ça va être assez compliqué de trouver du foin ou de la paille auprès d'agriculteurs ou d'éleveurs bio. Et avec un foin, on a la garantie qu'on amène un produit qui n'a pas été traité. Alors qu'avec de la paille, dans le réseau conventionnel, il y a eu presque à coup sûr, en tout cas dans la région où on est, 3 traitements. Un fongicide, un insecticide, un herbicide. Et donc ça, c'est une des premières raisons. La seconde, qui est quand même très importante, c'est que le foin est un aliment. C'est un aliment complet, c'est une prairie. Donc le rapport carbone-azote est intéressant. Et ça, au jardin, ça se manifeste tout de suite. On a eu toujours des belles pousses de légumes dans le foin. Et dès le début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase d'acclimatation, d'enrichir le sol ou que sais-je. Le foin donne toujours tout de suite des bons résultats sur la pousse des légumes. Encore une autre raison, c'est au niveau des graines. Alors c'est souvent un peu contre-intuitif, les gens s'imaginent que dans le foin il y a beaucoup de graines, mais en réalité, dans le principe en tout cas, il n'y en a pas. Un éleveur qui va chercher le meilleur moment pour faucher son foin, il va le faucher à fleurs. Donc forcément dans une prairie diversifiée, les plantes n'ont pas toutes le même cycle, et quand certaines sont à fleurs, d'autres ont pu déjà faire leurs graines. Mais dans tous les cas, il y en a assez peu. Donc quand on va trouver des graines dans le foin, ça va être des graines de vesse, de trèfle, de raigrats, de graminées, qui ont en général un cycle de graines par an. Donc qui mettent pas beaucoup de pression aux jardiniers pour être arrachés. On a le temps de les voir venir et le temps d'intervenir. Voilà. Et à contrario, justement, sur une paille, quand on fait la moisson d'une céréale, on attend que la maturité totale de la céréale, donc dans de la paille, on va retrouver de toute façon des graines de céréales qu'on va devoir désherber par la suite. Et tout ce qui a eu le malheur de pousser dans la céréale est arrivé à terme aussi. Et on a beaucoup plus de chances d'amener des choses très ennuyeuses dans son jardin avec de la paille, type liseron, chardon, rumex, et éventuellement les amarantes, les kénopodes et tout ça qu'on connaît bien au jardin. On a plus de chances de les amener, c'est même pas une histoire de chance, on est sûr de les amener avec de la paille dans son jardin, alors qu'on a beaucoup moins de chances de les amener avec du foin. Voilà. Et puis il y a un autre aspect, le foin se dégrade beaucoup plus lentement que la paille.
une fois posé le choix du foin, reste à savoir comment on s'y prend. Et là, tout de suite, nous, si on est passé par une phase de test où on n'était pas du tout mécanisé, donc ici, il y avait tout l'été une petite armée de stagiaires avec moi, de woofers ou autres, qui déroulaient les boules de foin, qui les perçaient. On a écumé tout un tas d'outils qu'on a testés dans tous les sens pour traverser le foin de la meilleure façon possible. Mais dans tous les cas, même si les résultats étaient bons par rapport à la pousse des légumes, clairement, sans mécanisation, l'affaire n'était pas viable économiquement, parce qu'elle demandait beaucoup trop de main-d'œuvre. On avait moins de désherbage à faire du fait du paillage, mais tout le temps était plutôt passé à étaler le foin, gérer la manutention de la matière organique, et puis surtout percer le foin, ce qui est pas une mince affaire. Et donc pour arriver à faire ces choses-là de façon convenable et relativement efficace aussi d'un point de vue économique, il a fallu s'équiper. Alors il a fallu s'équiper de ce qu'on appelle nous le déroule-boule, qui est un outil que tout le monde peut fabriquer chez soi. Donc il s'agit simplement d'une pique qui permet de traverser la boule de foin et d'un support qui attrape la pique, qui vient poser la boule sur la planche et qui ensuite la déroule de façon passive. C'est la boule elle-même qui, par son propre poids, se déroule. Et ensuite, il y a toute l'étape de percer le foin. Donc il y a eu une première étape qui a été le rouleau à picot qu'on a fabriqué maison. Alors c'est une solution temporairement qui permet d'alléger énormément la perforation du foin, mais qui oblige à un foin qui est déjà très décomposé, donc qui ne va pas avoir une durée de vie au sol très longue. Et donc, ce qui a permis de lever complètement les verrous sur l'utilisation du foin et carrément de généraliser le foin à toutes les plantations au jardin, c'est l'acquisition d'une poinçonneuse à poireaux. Elle est utilisée dans les régions maraîchères à faire des trous en série sur les planches, des milliers et des milliers et des milliers de trous. Et en fait, la machine est très très bien conçue, ce qui fait qu'elle s'adapte parfaitement au perçage du foin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une grande plage de réglage sur les roues de jauge qui permet d'éloigner ou de rapprocher la machine et donc de percer juste le petit trou qu'il faut pour poser une motte, ou bien de faire un trou très profond qui permet de mettre un plant de poireau ou un chou ou un céleri rave. Voilà. Donc là, on a nos rangées de piques qui ne bougent pas. Elles sont à des intervalles qui sont toujours les mêmes, quels que soient les légumes. Après, ce qui va varier, c'est simplement l'avancement du tracteur qui va faire qu'on va planter à des distances plus ou moins proches sur la planche. Et là, on a les brocolis pour lesquels le perçage s'est fait tous les 30. Donc on a un trou qui est ici, là. Et on utilise de la même façon un trou sur 2 qui nous met des brocolis tous les 60. Et donc ce qu'on a fait quand on est passé à la poinçonneuse, c'est que on a implanté tous nos légumes sur 4 rangs. Avant, on avait plusieurs modes de culture. On était sur 2 rangs, sur 3 rangs, sur 4 rangs. Et alors, quand on a utilisé la machine au départ, on prenait ce temps d'enlever une pique, mettre en 3 rangs, puis remettre une pique pour mettre en 4 rangs. Ça nous prenait plus de temps que le perçage. Donc on a dit stop et on s'est débrouillé en réglant les histoires de densité à faire tous les légumes en 4 rangs. Par exemple, les brocolis qu'on faisait tous les 30 cm en 2 rangs, ils passent tous les 60 cm en 4 rangs. Quand on pose ici, dans nos conditions, là, dans le sud de l'Isère, une boule de foin sur le sol, sa durée de vie, elle est donnée de 6 à 9 mois. On ne peut pas se faire des séries de planches parce qu'on a le foin à disposition et le temps, et se dire après on utilisera le foin au fur et à mesure des besoins. On ne peut pas jouer à ça parce que justement,
arrive un moment où il n'y a plus de foin sur le sol et on repart à désherber tout à la main. Donc, pour une bonne utilisation du foin, on a besoin d'un foin qui est étalé sur le sol minimum 6 semaines, voire 2 mois avant la plantation du légume, qu'il ait été trempé et qu'il ait séjourné sous bâche pendant cette durée-là. Pour son ramollissement et que ses propriétés physiques soient propices à un bon perçage, et pour faire une occultation du foin lui-même, c'est-à-dire qu'en l'ayant mis dans des conditions humides sous bâche, on va provoquer la germination de graines, soit les graines qui sont sous le foin, celles qui appartiennent au jardin, soit les graines qui sont dans le foin, et que du coup on n'aura pas à gérer par la suite. Et puis éventuellement, si on s'est passé d'un travail du sol avant de mettre la boule de foin, il peut y avoir tout un tas de choses à décomposer sous le foin. Un engrais vert, un résidu de légumes, si on enchaîne 2 légumes sans retravailler le sol. Voilà. Donc quand on a fait ça, on débâche et le foin est tout de suite beaucoup plus lisible. On voit parfaitement, par exemple, on peut regarder ici, on va lire après le séjour sous bâche et dans des conditions humides, on va lire les zones où il n'y a pas assez de foin qui se sont déposés et des zones où il y a du surplus. Ici par exemple, voilà. Et donc là il va y avoir un travail, alors pas à la main, hein, on fait ça, on débâche tout et puis on fait ça à la fourche, de réhomogénéisation du foin de partout sur la parcelle. Ça, on a beau faire, on peut passer des heures, quand le foin vient juste d'être étalé, on n'arrive pas à lire exactement où est-ce qu'il y a beaucoup de foin et où est-ce qu'il y a peu de foin. Parce que le foin directement étalé a à peu près Enfin, il y a des jeux de densité qui font que ça se lit très mal. Donc, vous choisissez ou pas de travailler le sol, selon votre terrain, selon le besoin du légume. Vous arrosez abondamment le sol, la fertilité a été amenée précédemment. Vous déroulez la boule de foin entre 1 mois et demi à 2 mois avant la culture, c'est le minimum. Après, par rapport à ça, pour les besoins du jardin au printemps, on est obligé de mettre le foin au mois de septembre-octobre. Parce qu'après, passé novembre, on ne rentre plus dans le jardin. C'est compliqué de dérouler les boules de foin. Et ce qu'on fait, on a une grande difficulté par rapport à ça, c'est que si on met tout de suite la bâche, le foin va passer 6 mois sous bâche au jardin. Quand on débâche pour planter au printemps, il n'y a quasiment plus de foin au sol. Et donc, soit on remet du foin dans des conditions des fois qui sont terribles, on repart à zéro quoi en gros. Ou bien on se remet à désherber. Donc la parade qu'on a trouvée à ça, juste pour le moment, pour pouvoir quand même anticiper la pose du foin sur toutes les planches dont on aura besoin au printemps et pas se faire avoir par une dégradation excessive du foin, c'est qu'on le laisse à l'air libre. On va le laisser jusqu'au mois de janvier, seul, éventuellement s'enherber par-dessous, par les graines qu'il contient, et on va se resituer 2 mois avant la plantation, là on va bâcher. Donc le foin, lui, il a été posé 6 mois avant de planter, mais le bâchage ne sera fait que 1 mois et demi à 2 mois avant la plantation. On respecte ça. Et le fait que le foin soit laissé à l'air libre, bien sûr, il va prendre les pluies d'automne et d'hiver, mais on rentre dans une saison où les micro-organismes ils sont quand même au ralenti, et donc la dégradation du foin va être bien moindre que si on plaçait une bâche noire dessus. Une boule de foin, ça a un coût. En gros, on est autour de 30-35 € la boule de foin. Donc c'est l'investissement qui correspond pour une planche.
Et après, pour ce qui est du temps de travail, en gros, il nous faut une demi-heure par planche pour amener le foin, le dérouler, répartir le foin à la fourche et puis le poinçonner. Voilà. Donc la préparation d'une planche, je ne parle pas du travail du sol qui serait, on va dire, équivalent, qu'on soit sur un sol nu, bâché ou paillé. Ça, c'est chacun a ses méthodes et son temps de travail. Mais disons pour simplement ce qui concerne le fait d'amener cette matière organique sur place et de la rendre opérationnelle pour planter, ça, on est à une demi-heure de temps par planche. La demande en foin du jardin, c'est autour de 80 boules de foin par an pour les 6000 m², ce qui occasionne une facture entre 2 et 3 000 euros selon le cours du foin. Donc c'est pas une paille, sans jeu de mots. Et donc ça, on a tout intérêt déjà à avoir le foin sous la main dans l'anticipation qui est nécessaire par rapport au jardin. C'est-à-dire qu'en gros, on fait rentrer une grosse cargaison de foin en fin d'été, en novembre pour le printemps, et puis au mois de mai pour tout ce qui est les implantations qui vont avoir lieu entre mai et juin, quoi. Donc les choux, les courges, les poireaux. Voilà. Donc en gros, il y a 3 approvisionnements de foin, et à ces moments-là, il faut, pour respecter le calendrier qui est vraiment très important des 2 mois avant plantation, il ne faut pas être à courir après les boules de foin. Et si possible, il faut avoir un foin qu'on connaît. Donc le mieux est de contractualiser avec un producteur de foin. Alors des fois, c'est même plus des éleveurs, c'est des gens qui font juste du foin à façon pour des éleveurs. Mais ça peut aussi être des éleveurs. Et il faut s'assurer que c'est un foin de prairie naturelle, et de fixer le prix et de s'entendre sur les approvisionnements, et du coup de présenter aussi les exigences, c'est-à-dire que le maraîcher lui-même, nous on est passé par cette étape-là, peut se dire c'est pour du jardin, on n'a pas besoin d'un bon foin. Et en fait, si on fait ça, on démultiplie le temps de travail en fait. On va avoir des foins dont les plaques sont toutes collées les unes aux autres, on va bouffer des spores. Il a déjà démarré sa décomposition en boule, donc sa durée de vie au sol elle est beaucoup moins longue, etc. Et donc nous, il faut qu'on soit au clair avec ça, il faut qu'on paye un foin au prix fort, comme si c'était pour des bêtes. Et il faut bien être au clair avec la personne qui va nous faire le foin, des exigences qu'on a de déroulement de la boule de foin d'un bout à l'autre, de la qualité, si possible qu'il n'y ait pas de graines et tout ça. Mettre au clair le plus d'exigences possible pour se retrouver derrière dans les meilleures conditions possibles de déroulage du foin, de durée de vie, d'enherbement. En sachant que de toute façon, même si l'éleveur est de bonne volonté, même si on a clairement posé nos cahiers des charges, on n'est pas en usine, on est soumis à la météo, aux aléas de l'agriculture, donc on n'aura jamais un produit qui sera constant d'une année à l'autre et d'un moment à un autre de la saison. Alors, j'ai pas parlé de la composition du terrain, c'est quand même quelque chose de très important. Il est dans les analyses, il ressort qu'il y a 50% de cailloux. Ça n'a pas changé depuis la première analyse. Ils sont toujours là, les cailloux. Et dans les 50% de terre, on a 10% d'argile et le reste en limon et sable. Donc un sol qui est plutôt intéressant parce qu'il a un côté léger par les limons et les sables. Mais il a une capacité à faire de la fertilité, notamment du complexe argileux humique, à travers la partie argileuse. Quand on a ce sol-là, j'ai envie de dire à un point de départ, quand moi je suis arrivé, avec très peu de matière organique, en fait l'argile interagit principalement avec le sable. En gros, ça se concrétise comment? C'est que quand il pleut beaucoup, quand le sol est très humide, c'est de la colle. Et aussitôt qu'on va vers des conditions sèches, ça devient du béton. Et donc ça, je l'ai vécu pendant un long moment. Et pour moi, ce qui est important de témoigner à travers ça, c'est qu'on peut s'accommoder de ça.
faire sa vie d'agriculteur en se disant bah, mon sol il est comme ça, et trouver des remèdes mécaniques par les outils, par le tracteur et tout ça, pour refaçonner un sol tous les ans, systématiquement, à chaque fois qu'on reprend le terrain, pour le mettre dans des conditions propices à la culture, là, dans ce cas-là, de légumes. Ce qu'il y a, c'est que quand on reste dans un schéma assez pauvre en matière organique, effectivement, on peut trouver des combines pour reformer le sol, le remettre dans des conditions favorables à la pousse de légumes. Mais c'est des conditions qui se détériorent et qui sont toujours à reconstruire. Et en fait, ce qu'on observe, qui est vraiment très intéressant quand on passe un certain niveau de pourcentage de matière organique dans le sol, c'est que le sol se transforme et devient à sa propre capacité à créer de la porosité, à créer de la fertilité et à limiter, notre intervention. En fait, ce vers quoi on s'oriente de plus en plus, c'est un sol qui produit lui-même des conditions favorables à la pousse des légumes. Quand on déroule une boule de foin comme ça sur une planche qui fait 50 mètres, on apporte en gros, dans la mesure où une boule de foin fait à peu près entre 300 et 400 kg, c'est l'équivalent de 45 tonnes de matière sèche apportée à l'hectare. Alors, c'est pas l'équivalent du compost. La capacité à fabriquer de l'humus ne va pas du tout être la même. Elle est en réalité assez faible sur le foin. On est mieux qu'un fumier, mais on est largement moins bon qu'un compost. C'est pour ça aussi que le jardin tel qu'il est, en alternant des parties où on étale du compost et des parties où on étale du foin, permet un enrichissement plus conséquent du sol en matière organique. En l'espace de 8 ans, on a remonté d'1% la matière organique au moyen de fumier et d'engrais verts. En 7 ans, de 1% supplémentaire avec le début d'apport de foin. Et en 5 ans, on a monté de 3%. C'est gigantesque, c'est satisfaisant au niveau des chiffres, mais c'est surtout très palpable au niveau du quotidien. Un sol qui en est rendu aujourd'hui, qui était extrêmement pauvre quand on était arrivé, et qui en est rendu à 7% de matière organique aujourd'hui, c'est un sol qui tient mieux l'eau, qui restitue beaucoup mieux les apports en fumier qu'on peut apporter, qui les retient mieux aussi, et qui se travaille à peu près dans n'importe quelle condition, en pardonnant toujours même des conditions limites de travail du sol. Plusieurs aspects par rapport aux bâches. On avait acquis, avant de passer au tout paillage, on avait acquis des bâches d'ensilage qui économiquement sont moins chères, donc on a plus facilement tendance, quand on doit acheter de la bâche comme ça ou des bottées, à opter pour ce système-là, et qui ont l'avantage, quand on est en sol nu, de faire des occultations qui sont complètes, qui gardent l'humidité d'abord, puisque c'est pas respirant en principe. Après, à partir d'un certain âge, elles deviennent respirantes aussi. Et puis d'offrir une obscurité totale sous le paillage. Donc quand on est dans l'utilisation de la bâche pour dégrader un engrais vert, le faire mourir avant la plantation d'un légume, ce qu'on a beaucoup fait à une époque, dans une période où, en gros, hors été, on n'a pas des conditions climatiques suffisamment chaudes et pourrissantes pour que le couvert se dégrade rapidement. Donc on est obligé de passer par une bâche d'ensilage. Les toiles hors sol, elles ont l'avantage de faire passer l'eau, mais elles le font passer dans les deux sens. Donc quand on c'est la limite, quand on utilise une bâche pour une occultation, il faut, pendant toute la durée de l'occultation, il faut que les conditions optimales de germination des graines soient réunies tout le temps. Et le problème d'une toile hors sol, c'est en plein été qu'elle laisse s'échapper l'eau à travers la toile, donc il y a de l'évaporation à travers la toile. Donc on fait tout bien, on prépare notre sol dans les meilleures conditions pour que les mauvaises herbes germent, on arrose, on met la bâche, et puis on part pour une semaine ou 15 jours de beau temps sans pluie.
Et là, en fait, progressivement, en quelques jours, il n'y a plus du tout les conditions optimales pour faire germer les graines. Donc on respecte notre calendrier, on fait une occultation de 6 à 8 semaines, on croit que tout est bien, on débâche, on sème, et là, levée carabinée de mauvaises herbes. Parce qu'on n'a pas gardé les conditions de germination sous la bâche. Ce qui n'est pas le cas avec la bâche d'ensilage, qui gardera plus longtemps l'humidité. Et en hiver, autre problème de la toile hors sol, donc là je parle toujours en configuration sol nu. En hiver, si on veut détruire un couvert juste par l'effet d'une bâche, il y a souvent, pour certaines plantes, assez de luminosité qui passe à travers la toile et qui permet de faire vivoter quand même les plantes. Et donc, des fois, on peut bâcher pendant 2 mois le sol, et on débâche, on pense que c'est le moment où on va pouvoir... les plants sont prêts à planter, on est prêt à semer, et en fait, le sol, lui, il ne l'est pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on s'était équipé de bâches d'ensilage. Maintenant, ces bâches d'ensilage n'ont plus vraiment de sens au jardin pour plusieurs raisons. D'abord, la durée de vie. Une bâche d'ensilage, au maximum, même en faisant attention, comme elle circule de part en part tout autour du jardin, on les a pour 2-3 ans maximum. Autre inconvénient, comme elles sont dans l'ensemble imperméables, même si avec le temps il y a des trous qui se font ici et là, dans les manipulations, c'est très lourd et c'est quasiment impossible de les gérer tout seul, parce que nous on essaye de prendre des bâches quand même qui permettent de couvrir 2, voire 3, voire 4 planches. Quand il y a des flaques d'eau partout sur la bâche, il faut évacuer l'eau avant de pouvoir plier la bâche. C'est hyper fastidieux. Alors qu'une toile hors sol, comme l'eau traverse tout le temps, on a juste la bâche, le poids de la bâche, à peine plus quand elle est humidifiée. Et souvent, manipuler des toiles hors sol peut se faire seul. Il y a un autre aspect encore, c'est que vous voyez tous ces affreux pneus là. Le corollaire de la bâche d'ensilage, c'est souvent le pneu ou un lest. Enfin, après, il y en a d'autres qui trouvent d'autres astuces. Les pneus, c'est assez pénible à déplacer. C'est un déchet qu'on a en plus des bâches d'ensilage sur le terrain. C'est rempli de flotte, donc quand on les manipule, on s'en prend plein les godasses et plein de pantalons, des fois plein la figure. Alors que les toiles hors sol, elles s'agrafent. Donc pareil, à nouveau en manipulation, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus résistant. Et puis il y a un aspect encore très important, c'est que l'inconvénient de la toile hors sol, qui était de laisser par exemple passer la lumière dans les périodes à faible peu végétative, et bien en fait on s'en fiche, puisque maintenant on ne pose plus une toile tissée sur un sol nu, mais il y a toujours un paillage entre la bâche et donc l'occultation au niveau du sol, elle est suffisante pour tout faire brûler. On a le fait que la toile hors sol aussi, elle laisse passer l'eau et elle laisse s'évaporer l'eau à travers elle, n'est pas non plus un problème, parce qu'à nouveau, une bâche, elle est toujours posée maintenant sur un paillage, que ce soit du foin ou du compost, et c'est eux qui gardent l'humidité au niveau du sol. Donc on n'a pas non plus de problème de dessèchement. Par contre, le gros avantage qu'on a, c'est quand on est sur des blocs comme ça qui se libèrent petit à petit. Par exemple, ici, il faut se représenter qu'au départ, on a planté juste la planche de brocoli qui est tout au bout du bloc, puis la deuxième, puis la troisième, puis les choux chinois. Donc on libère comme ça de proche en proche le bloc. Et l'arrosage, lui, il faut qu'il se fasse, on limite, on met des déflecteurs et tout, mais à des moments donnés de la culture, obligatoirement, on se retrouve à arroser de la bâche. Ce qui est quand même super débile, à l'heure actuelle en particulier. Et donc, sur une bâche d'ensilage, c'est juste des flaques, c'est des nids à insectes, c'est de l'évaporation, c'est du gaspillage, purement et simplement. Quand on est avec de la toile hors sol, ça continue à travailler dans le processus qui nous intéresse. C'est-à-dire que si une planche sous foin, sous toile hors sol, se retrouve à être arrosée pour les configurations comme ça de libération progressive d'un bloc, en fait c'est pas grave, et c'est même que mieux. C'est-à-dire que ça continue à jouer dans le sens où on veut faire aller le foin, c'est-à-dire à commencer à se ternir, se dégrader et faciliter derrière la perforation pour une plantation dans de bonnes conditions. Par ailleurs, puisque je parle d'eau, j'ai oublié un aspect très important,
c'est que un sol en conditions de paillage comme on est là, un sol il doit toujours être mouillé avant la pose du paillage. Que ce soit le compost ou le foin, ça fonctionne pareil. Parce que remouiller correctement un sol on peut réhumidifier un sol à travers le paillage, mais mouiller un sol qui serait sec à travers un paillage, c'est presque impossible. À moins d'avoir un gros orage, on n'y arrive pas. Donc il faut de l'entretien de l'humidité du sol, mais pas un mouillage depuis un sol sec. Donc un foin, il est toujours posé sur un sol qui a préalablement été mouillé, soit de façon naturelle, soit par le moyen de l'arrosage. Et ensuite on déroule le foin et ensuite on réarrose le paillage pour la dégradation et les objectifs qu'on a déjà expliqués. Donc l'avantage, c'est que quand on va avoir une toile hors sol qui est posée sur du foin, on va continuer à produire de la dégradation du paillage, mais on va continuer aussi à entretenir ce qui est fondamental, l'humidité du sol. Voilà, donc là actuellement on a un stock de bâches d'ensilage qu'on mène en fin de vie, mais l'idée c'est de réinvestir dans la toile hors sol. Alors c'est beaucoup plus coûteux, on parle vraiment d'investissement, mais là celle que vous voyez ici, elle a maintenant 12 ans, elle va servir encore quelques années. Donc on est sur un usage du plastique qui est beaucoup plus durable que de la bâche d'ensilage et beaucoup plus facile à manipuler.